Bienvenue dans TRF Chronique, épisode 68. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'histoire d'un roi que l'on pensait intouchable. On va parler d'une chute qui a secoué tout le monde culturel français et de la femme qui arrive pour, peut-être tout changer. C'est la saga de l'Institut du monde arabe, la chute d'un roi et l'aube d'une nouvelle reine. Vous savez, cette phrase de François Hollande sur Jack Lang, elle résume absolument tout. Lang, ce n'était pas juste un homme politique ou un ministre, c'était devenu une institution. Une figure aussi permanente dans le paysage français que la Tour Eiffel. On s'imaginait juste qu'il serait toujours là. Un point, c'est tout. Sauf que voilà, tout a une fin. Et pour Jack Lang, ça n'a pas été une sortie en douceur, sous les applaudissements. Non, ça a été une fin brutale, une sale fin. Une chute d'autant plus spectaculaire que personne, mais vraiment personne, ne l'avait vu venir. Et c'est ça qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on commence par le premier acte de cette tragédie moderne, la chute de l'icône. Pour vraiment mesurer l'onde de choc, il faut d'abord comprendre qui était Jack Lang et à quel point son pouvoir à l'Institut du monde arabe semblait, éternel. 86 ans. Je vous laisse réfléchir à ce chiffre une seconde. 86 ans, un âge où la plupart des gens sont à la retraite depuis bien longtemps. Lui, il était encore aux commandes d'une des institutions culturelles les plus prestigieuses de France. Rien que ça vous montre à quel point l'homme et la fonction avaient fini par complètement fusionner. Et ce n'est pas tout. Imaginez un peu. Il prend la tête de l'IMA, l'Institut du monde arabe, à 75 ans. Et il enchaîne non pas un, non pas deux, mais 4 mandats de suite. C'est un record absolu pour l'institution. Dans les cercles parisiens, le mot qui revenait tout le temps pour le décrire, c'était « indéboulonnable ». Son départ n'était donc pas un simple changement de direction, c'était la fin d'une ère. Et c'est là qu'on en arrive à la question que tout le monde se pose. Comment est-ce possible? Comment un monument pareil, un roc du paysage culturel, a-t-il pu s'effondrer de manière aussi soudaine et aussi violente? Eh bien la réponse, elle tient en un seul nom. Un nom qui, aujourd'hui, est synonyme du plus grand scandale de notre époque. On entre maintenant dans le cœur du réacteur, la deuxième partie de notre histoire. L'affaire qui a tout changé. Parce que la raison de cette chute vertigineuse, c'est une connexion. Une connexion avec une figure des plus sombres de l'histoire récente. Jeffrey Epstein. Voilà, le nom est lâché. Et ce seul nom suffit à comprendre la gravité de la situation. C'est la publication de millions de documents après sa mort qui a provoqué une véritable avalanche. Une avalanche qui a fini par atteindre les plus hautes sphères du pouvoir en France. Et attention, on ne parle pas ici d'une simple connaissance de cocktail, non, les sources évoquent une amitié sulfureuse et qui durait depuis longtemps. Mais il y avait apparemment plus que ça. Il y avait des liens financiers présumés. Et c'est la révélation de ces liens, grâce aux fameux Epstein Papers, qui a été le véritable détonateur de la chute de Jack Lang. Et voilà, très concrètement, le montage qui est au cœur de l'enquête. C'est assez simple en fait. Étape 1. On crée une société offshore, bien à l'abri dans les îles Vierges britanniques. Étape 2. Qui sont les cofondateurs? Jeffrey Epstein et Caroline Lang, la propre fille de Jack Lang. À partir de là, vous imaginez bien que le parquet national financier n'a pas attendu longtemps pour ouvrir une enquête. L'affaire n'était plus seulement morale, elle devenait judiciaire. Et là, l'effet domino a été immédiat et dévastateur. Comme vous pouvez le voir, tout s'est enchaîné très vite. Jack Lang, évidemment, a dû démissionner de la présidence de l'IMA. Mais sa fille, Caroline, a elle aussi été emportée. Elle a dû quitter son poste tout neuf de présidente du syndicat des producteurs. Le scandale faisait des ricochets. Et pour que les choses soient bien claires, on n'est plus du tout dans le domaine de la rumeur. Le parquet national financier a officiellement ouvert une enquête. Et le chef d'accusation est extrêmement lourd. Blanchissement de fraude fiscale aggravée. On parle donc bien d'une affaire judiciaire très, très sérieuse. Après ce chaos, après ce scandale, l'Institut du monde arabe avait un besoin urgent, vital, de tourner la page, de repartir sur des bases saines. Et c'est là qu'une nouvelle figure entre en scène, celle qui a la lourde tâche de ramasser les morceaux. Anne-Claire Legendre. Et sa nomination, c'est déjà en soi un événement historique. Pensez-y, en 40 ans d'existence, l'IMA n'avait connu que des présidents, des hommes. Le fait de nommer une femme, pour la toute première fois, c'est une rupture radicale avec le passé. C'est un signal de changement extrêmement puissant. Ce tableau comparatif, il est saisissant. C'est littéralement le jour et la nuit. D'un côté, un homme politique de 86 ans, un vétéran, dont le règne se termine dans un scandale. De l'autre, une diplomate de carrière de 46 ans, appelée à la rescousse justement pour restaurer la confiance perdue. On ne change pas juste de personne, on change de génération, de profil, de paradigme. Et attention, elle ne sort pas de nulle part. Son parcours est assez impressionnant. Consul général à New York, porte-parole du Quai d'Orsay, et juste avant sa nomination, elle était conseillère directe du président Macron sur les questions du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Autant dire qu'elle a le bagage et l'expertise pour une mission aussi délicate.
Alors, qu'est-ce qui en fait le profil idéal sur le papier? D'abord, elle est arabisante. Elle parle la langue, elle connaît la culture. C'est une vraie spécialiste de la région. Et surtout, point absolument crucial, sa candidature a fait l'unanimité au conseil d'administration. Un conseil où siègent les représentants des pays arabes. Elle part donc avec un soutien total. Ce qui nous amène tout naturellement à notre dernière partie. Maintenant que le décor est planté, la vraie question c'est « et maintenant ?» Qu'est-ce que ce changement signifie concrètement pour l'avenir de l'Institut? Quels sont les immenses défis qui attendent la nouvelle présidente? Vous savez, elle le dit elle-même avec ses propres mots et ça résume parfaitement sa mission. L'urgence, ce n'est pas de lancer de nouvelles expositions grandioses, non. La toute première étape, la plus vitale, c'est de panser les plaies, ramener le calme en interne et surtout regagner la confiance du public. Ce graphique est très parlant. Regardez bien, la moitié, 50% de son énergie, va devoir être consacrée à réparer l'image de l'Institut. C'est l'énorme fardeau que laisse le scandale. C'est seulement après ça que le vrai travail de fond, la modernisation, le renforcement des liens culturels pourra vraiment commencer. Mais vous savez, on le dit souvent, dans chaque crise se cache une opportunité. Et c'est exactement comme ça que la situation est vue à Paris. Ce départ de Jack Lang, aussi douloureux soit-il, ouvre la porte à un nouvel élan. C'est une chance unique de réinventer l'Institut, de le rendre plus transparent et peut-être plus pertinent que jamais. Et on termine donc sur cette question qui reste en suspens. Anne-Claire Legendre a le CV parfait, le soutien politique, l'expertise. Mais une seule personne, aussi compétente soit-elle, peut-elle vraiment suffire à effacer les fantômes d'un scandale aussi profond? Ou est-ce que l'ombre de l'affaire Epstein continuera malgré tout de planer sur l'Institut? L'avenir nous le dira.